le maître mot, c'est vraiment se réinventer constamment. C'est-à-dire, une fois que tu as Ouais. construit quelque chose, tu as atteint ton but, en fait. Et puis, du coup, faut toujours développer. Si tu veux avancer, si tu veux performer, faut casser cette routine et en recréer une autre. Pour avoir une adaptation, il faut faire en sorte que tu évolues constamment. Dans les pires situations, il y a les meilleures opportunités. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Prendre la décision à 18 ans de s'engager dans l'armée et y consacrer 11 ans de sa vie. Vivre des aventures à travers le monde, évoluer dans le milieu confidentiel et extrêmement exigeant des forces spéciales, voilà le choix qu'a fait mon invité de la semaine, Romain Coursier. Romain est aujourd'hui coach et préparateur mental spécialisé en sport de combat et le message que je retiens de cet échange avec lui, s'adapter, c'est gagner, quel que soit l'univers dans lequel on évolue. Romain vit à l'étranger dans un pays qui n'a pas la chance d'avoir la même qualité d'accès à Internet que nous en France. Mes excuses par avance pour la qualité parfois inégale de l'enregistrement. Excellente écoute à vous les frappés. Eh ben écoute, bienvenue Romain sur le podcast. Bonjour Loïc, comment vas-tu ? En super forme, très content de pouvoir t'accueillir pour parler un petit peu de ce qui se passe derrière le micro pour que les gens en apprennent un petit peu plus sur le backstage. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'on prévoit cette interview. On a eu des problèmes techniques, etc. Mais bon, voilà, entre un podcast sur la résilience et un ancien des forces spéciales, on allait quand même finir par y arriver à le faire cet enregistrement. Mais c'est sûr. La persévérance, il faut C'est toujours. ça. C'est ça. Écoute Romain, ce que je te propose pour commencer cet échange, c'est peut-être que tu te présentes, que tu nous expliques dans les grandes lignes, puisque toujours avec les forces spéciales, il y a plein de choses qu'on peut pas dire, mais dans les grandes lignes, quel a été ton parcours au sein de l'institution ? Et puis on va commencer par ça, je pense que ça sera déjà pas mal. Ouais. Mais écoute Loïc, moi j'ai 34 ans, je suis rentré très jeune dans l'institution. Donc j'ai commencé ma carrière dans un régiment de la conventionnelle dans les parachutistes, où je me suis engagé à 18 ans, notamment au 3e PMA à Carcassonne. Et j'ai fait une carrière d'environ 5 ans où j'ai gravi un petit peu les échelons petit à petit. Donc j'ai fini très bien placé, pour pas dire major de promotion à quasiment tous mes stages, qui m'a permis d'être remarquable et de pouvoir justement avoir de très bonnes notations et partir sur un recrutement transverse direction les forces spéciales première pays. À savoir que c'était déjà mon premier choix lorsque je voulais m'engager, mais à l'époque à laquelle je voulais m'engager, il n'y avait plus de passerelle directe pour pouvoir intégrer les forces spéciales depuis le civil. Donc, c'était obligé de passer par l'institution et par une unité conventionnelle ou une unité d'élite. Donc, j'ai fait à peu près un parcours de 11 années au total, dont 6 dans les forces spéciales. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis reconverti dans le sport depuis ma sortie. Donc, j'ai quitté en 2019 et aujourd'hui, je suis entraîneur en sport de combat, spécialisé plus dans le kick et dans le muay, d'où je travaille à l'étranger. Excellent. Donc tu disais un engagement très jeune. C'était quoi initialement, tu vois, qu'est-ce qui t'a poussé un jour à franchir les portes d'un centre de recrutement à un âge où voilà, finalement il y a beaucoup de jeunes qui pensent à autre chose que servir la France et risquer sa peau pour d'autres. C'est sûr que les motivations, quand on est jeune, on se cherche un petit peu, hein, à cet âge-là. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire. On est un petit peu les fesses entre deux chaises. On sort un petit peu on sort de l'école, du lycée. Les conseillers d'orientation,
à l'époque, ce n'était pas très, très efficace. En plus, on rentre dans une phase de l'adolescence préadultère, dans le sens où on se cherche un petit peu, on est un petit peu rebelle, hein, à cet âge-là. Et puis non, j'avais envie de faire quelque chose de différent, quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et moi, j'avais toujours, je suis enfant je suis fils d'expatriés, donc je suis né à l'étranger, j'ai grandi à l'étranger, donc c'est vrai que j'avais toujours cette soif et cette envie de voyager, et, euh, et toujours que ce soit dans le cadre de, de mes activités ou personnelles, j'étais plus attiré par l'Afrique, parce que tout simplement, je venais d'Afrique, tout simplement. Et puis c'est vrai moi, en ayant grandi à l'étranger, en Afrique particulièrement, j'ai toujours eu l'habitude de côtoyer des militaires, d'avoir une présence militaire. Et c'est vrai qu'inconditionnellement, je pense que ça a dû jouer aussi. J'avais envie de partir, de voyager, d'être indépendant, voir du pays. Et puis tout simplement, j'avais tout simplement soif d'adrénaline aussi. Et puis je sais que ce secteur d'activité, ce métier m'aurait offert tout ce à quoi j'aspirais à cette époque-là. Donc c'est vrai que je me cherchais un petit peu. C'est un milieu qui est très cloisonné, donc j'avais du mal un petit peu à m'informer. Je m'étais orienté vers un centre d'information et de recrutement de l'armée. Mais ce qui avait fait pencher un petit peu la balance, c'est qu'il y avait une campagne de recrutement qui était venue dans mon lycée à l'époque, donc, de la Légion étrangère. Je ne savais rien du tout, hein, de la Légion étrangère, et je ne connaissais rien du tout entre les différences entre les différentes armées, donc armée de l'air, armée de terre, marine. Moi, le centre de recrutement qui était le plus proche de chez moi, c'était le CIRFA de Place de Verdun, j'habitais à La Rochelle à l'époque. Et quand je descendais du bus en revenant du lycée, ben, juste devant mon arrêt de bus, il y avait un CIRFA. Donc en fait, j'ai pointé directement là-bas, et c'est comme ça que ça a démarré. Mais ma motivation première, ouais, c'était ça. J'avais un petit peu soif d'adrénaline, j'avais envie de voyager et puis envie d'être indépendant. Et en fait, tous les voyants étaient ouverts en suivant cette voie-là, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas de notion de patriotisme, il y avait pas de. Ok. C'est un milieu qui était assez fermé. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations et de communication par rapport à ce secteur d'activité, parce qu'on en voit beaucoup sur les réseaux. Il y a des reportages qui sont faits, notamment sur les différentes chaînes de télévision, etc., etc. Donc il y a un peu plus de communication qu'il y avait à l'époque. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le message commun. Je commence à avoir pas mal d'anciens des forces spéciales sur le podcast. Ta génération à peu près, et bah, enfin, forcément des gens qui n'y sont plus. Je crois que j'ai eu que Matt, Matt, ouais. l'ancien commando marine, ouais, mais Commando peut-être à marine, quelques Matt, ouais. semaines avant qu'il arrête. Mhm. Mais je crois que Mhm. c'est le seul que j'ai eu qui était encore en C'est encore activité. actif. Ouais, mais globalement, c'est le feedback un peu de tout le monde, tu vois, c'était de dire, bah, finalement, c'est fou, mais ça a été un peu un concours de circonstances. Il n'y avait pas beaucoup d'infos à l'époque, Mhm, c'était les tout mhm, mhm. débuts d'Internet, et forcément, c'est pas le genre de choses qu'on trouvait sur Internet Bah, au début de. quand tu regardes un petit peu le premier bouquin qu'on a écrit avec Teddy, donc Force spéciale et unité d'élite, donc tu regardes un petit peu tous les types de profils se rejoignent. On vient Ouais, de différents types d'unités d'élite, on a à peu près tous le même type de profil. Et dans la phase de recrutement, quand tu arrives à une phase d'analyse dans laquelle bah, il y a une étude de profil qui est faite, quoi. Et puis en fait, si tu veux, ils recherchent un certain type de profil et tu corresponds au profil ou tu corresponds pas au profil. Et nous, c'est vrai qu'on s'est amusé à retranscrire ça à travers des écrits. Mais c'est vrai que tu regardes, on correspond tous à peu près au même type de profil. ouais. C'est dingue, hein, mais Bah, c'est je vrai. pense, toi qui es passé par. Alors, je sais pas à quel point il y a des différences entre les commandos marines, le premier PIMA, enfin toutes les unités des forces spéciales, mais tu dirais que tu l'as vraiment retrouvé, tu le ressens au sein des unités des forces spéciales, le fait qu'il y a un profil un peu commun à tout Complètement, le monde, notamment le côté complètement. aventure. Complètement. Pas seulement le côté aventure, mais c'est vrai qu'on a tous des caractères, on a tous des profils très atypiques, dans le sens où on est vraiment très caractériel et on a tous ce petit truc en plus. Donc il y en a qui vont être euh, obsessionnels dans le sens où, en fait, tu es toujours à la recherche du petit plus. Donc chacun va le caractériser de manière totalement différente, mais on est toujours à la recherche de ce petit souci détail, le petit truc, le petit plus qui va faire la différence. Donc, il y en a, ils vont se concentrer sur la partie matérielle. Il y en a qui vont s'intéresser vraiment à la linguistique. Il y en a qui vont s'intéresser à l'armement. Il y a vraiment ce petit plus qui fait
qu'on sort un petit peu de ce panier du commun des mortels dans lequel on te met lorsque tu arrives dans l'armée conventionnelle. Donc, on te dit que voilà, tu es obligé de rentrer dans un moule. Alors que là, justement, tu es obligé de sortir de ce moule-là et vraiment de te qualifier, vraiment de te dissocier, en fait, de te démarquer. Et chaque personne qui se démarque forme un groupe. Donc, c'est vraiment très particulier parce que c'est un monde qui est très fermé, c'est un monde qui est c'est une fosse au lion, hein, un petit peu, je caractériserais ça comme une petite fosse au lion où tu n'as que des caractères forts, tu n'as que des grands bonhommes et chacun de son côté est pris individuellement pour former un même groupe. C'est ça qui est Et top. justement, par rapport à ce que tu évoques, tu vois ce côté fosse au lion, j'allais te le demander. Comment ça se passe quand tu as que des caractères forts et que tu dois forcément fonctionner en groupe? La discipline et surtout la notion de professionnalisme. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a une hiérarchie que tu dois respecter, bien entendu, mais le professionnalisme l'emporte toujours. C'est-à-dire qu'il y a pas de, la fonction l'emporte toujours sur le grade. C'est-à-dire que tu es amené à avoir certaines compétences. Tu passes constamment des qualifications. Donc, tu es constamment en formation. Donc, de toute façon, si tu n'es pas en mission, tu es à l'instruction. Si tu n'es pas à l'instruction, quand je te dis à l'instruction, c'est en formation. Si tu n'es pas à l'instruction ou en formation, tu es en exercice. Si tu n'es pas en exercice, tu es en mission, etc. etc. Donc, tu es en perpétuelle activité. Et le fait d'être vraiment sensibilisé sur la notion de professionnalisme, c'est qu'il n'y a pas la fonction l'emporte sur le grade. C'est-à-dire que tu as des qualifications, tu peux être amené à être plus qualifié dans un domaine en particulier que quelqu'un qui a un grade supérieur du tien. Donc, c'est là où lui va se reposer sur tes compétences, sur tes qualités, pour justement lui aussi se former et faire en sorte à ce que la machine fonctionne. Donc, ce qui permet de faire fonctionner un groupe, c'est que tout le monde sait ce qu'il a à faire et voire même à certaines notions sur le travail de son subordonné comme de son supérieur. Ok. Pourquoi? Parce qu'on est tous amenés à être remplacés un jour ou l'autre. Vaut mieux tard, vaut mieux tard, voire même jamais. Ouais. Mais ce que je veux te dire, c'est que demain, si sur une action, si mon chef de groupe il tombe, normalement, je suis censé savoir quel est son travail. Okay. Donc, un minimum. Voilà. C'est pour te donner une idée de manière globale. Ok. Super intéressant. Alors là, on est tout de suite rentré dans le détail, tu vois, des caractères, du profil, etc. C'est toi qui m'as chauffé. Hein. Ah, je sais. Mais peut-être pour, tu vois, revenir un tout petit peu en arrière. Donc, t'expliquais que tu es rentré dans l'armée conventionnelle, 3e RPIMA, donc il y a Carcassonne, hein, c'est ça? Ah, c'est ça, Carcassonne. Carcassonne. Avant de bifurquer après 4 ans, donc si j'ai bien écouté, au premier RPIMA, donc qui est une unité des forces spéciales. Est-ce que tu peux peut-être, alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui commencent à être un peu familiers de l'univers des forces spéciales, puisque j'en ai reçu beaucoup. Mais est-ce que tu peux peut-être expliquer en quoi les missions du premier RPIMA diffèrent de celles du troisième? Parce que pour les non-initiés, on pourrait se dire, bon, bah, alors, c'est juste un numéro. les missions, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je suis quand même soumis à un devoir de réserve, tu dois t'en douter. Et puis, il faut faire hyper attention pour protéger, pour garder un petit peu le côté mystique de l'environnement. Et puis, de toute façon, on continue à cloisonner, hein, même dans le civil, on n'est pas là pour raconter nos guerres, et on n'est pas là pour tout raconter, parce qu'il faut protéger aussi les collègues qui sont encore engagés, etc. etc. Mais au moins apporter un petit peu de lumière sur quelque chose qui est encore dans l'ombre, oui, avec grand plaisir. Donc, ce qui diffère un petit peu des missions de l'armée conventionnelle de forces spéciales, donc les forces spéciales sont plus amenées sur des théâtres d'opération qui sont un peu plus exigeants, d'accord, des missions qui sont un peu plus à type chirurgical, qui sont un petit peu plus pointilleuses, qui demandent beaucoup de minutie, beaucoup d'attention et surtout beaucoup de précision. Donc, que ce soit des actions coup de poing, donc ça peut être de la libération d'otages, ça peut être du renseignement, enfin l'action, ça peut être de la protection rapprochée, ça peut être des missions de réduction de résistance isolée, mais plus de type pour aller chercher une target, donc une tête de réseau. Donc voilà, ce sont des missions, alors que les régiments des forces conventionnelles vont plus faire ce qu'on appelle du out cordon,
des missions ou de prépositionnement opérationnel, ou alors des missions de soutien, ou alors des missions de sécurisation de site. Donc, tout simplement apporter son soutien ou préparer le terrain, à faire en sorte à ce que les forces spéciales puissent derrière manœuvrer librement et avec le moins de risques possible. Du risque, il y en a toujours, mais le but, c'est de le réduire au maximum. Donc, c'est pour ça qu'on fait des études de site. Il y a beaucoup de renseignements, il y a beaucoup de préparation avant une mission. Et c'est 80% de la réussite, voire si c'est pas 90% de la réussite, c'est la préparation. La préparation matérielle, la préparation du site, la préparation de tout. En soi. Super, merci pour les explications. Et oui, sur la préparation, je te rejoins. Enfin, c'est un peu. J'ai beaucoup de sportifs de haut niveau, des aventuriers, etc. sur le podcast, des gens qui partent dans des environnements engagés et qui parlent aussi forcément de cette notion de préparation, à quel point c'est important. Et dans l'univers des FS, je disais il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est un livre d'un ancien du service action, enfin c'est pas je crois, c'est un livre d'un ancien du service action de la DGSE et qui parlait de la mission, je crois, c'est celle où il y a une tentative de libération de Axel. Oui. Tu vois, un gars du service action qui avait été capturé, je crois que c'était en Somalie. Et ils expliquaient qu'ils avaient reconstruit, en fait, et que la mission s'était faite très vite. Mais même si elle s'était faite très vite, ils avaient reconstruit à l'identique échelle 1 pour 1. À La maison. La maison, le site, et tu fais des répétitions, ce qu'on appelle du drill. Donc, tu drills, chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait où il doit aller, chacun sait ce qu'il doit dire, etc., etc. Donc, on fait des répétitions, ce qu'on appelle du drill. On répète les actions, on s'entraîne jusqu'au dernier moment, jusqu'à H-1, c'est-à-dire jusqu'à 1 heure avant de monter dans la machine et d'être déployé. On fait des répétitions, chacun sait ce qu'il a à faire. Il faut vraiment que ce soit millimétré pour vraiment tout anticiper. Il y a toutes les cas non conformes, comme on évoquait au début, qui pourraient se présenter. Les cas non conformes, il y en aura toujours. Tu as beau étudier tout ce qui pourrait se passer, tout ce qui pourrait arriver dans la vie. C'est-à-dire que demain, je prends un exemple, ça peut être, là on est sur le cadre professionnel des forces spéciales militaires et tout, mais ça peut être pareil dans ta vie de tous les jours. Si demain tu pars en vacances, que tu as prévu tout, c'est-à-dire qu'avant de partir en vacances, est-ce que j'ai prévu mon passeport? Est-ce que j'ai prévu mon itinéraire? S'il y a une annulation, qu'est-ce que je vais faire? S'il y a du retard au niveau des trains, qu'est-ce que je vais faire? En fait, du coup, tu prévois tout ce qui pourrait t'arriver de suspicieux ou de mal, en fait. Et en fait, si tu as prévu des solutions par rapport à ça, là, forcément, tu pourras partir en vacances. Tu pourras quand même partir en vacances. C'est un exemple succinct que je te donne, mais c'est valable pour tout, en fait. C'est valable pour tout. Il faut que tu te prépares, il faut que tu te prépares au pire, en fait. Au pire qui puisse t'arriver. Donc, voilà. Pour pouvoir réagir. Parce que du coup, l'idée des drills, c'est d'ancrer des mouvements. C'est physique, c'est mental, c'est les deux. C'est tout, c'est physique, mental, psychologique aussi. C'est vraiment pour te mettre dans un cadre, dans le cadre de l'action, en fait. Ce qui fait que tu pourras réfléchir plus facilement à l'imprévu, puisque tout le reste est prévu, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu te mets vraiment dans une bulle dans laquelle tu vas tout préparer, tu vas tout millimétrer, tu vas tout ancrer. C'est créer, comme tu as dit, tu l'as justement dit, c'est créer les ancrages. Maintenant, après, une fois que ces ancrages ils sont faits, tu vas pouvoir te concentrer sur une autre partie. Tu vas pouvoir justement permettre de pouvoir aller un petit peu plus loin, penser un petit peu plus vite, réactionner beaucoup plus vite, etc. etc. Ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu le décris là, t'expliquais juste avant qu'en fait, si t'es pas en mission, t'es en instruction. Si t'es pas en instruction, t'es en exercice. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion, c'est très clair, d'apprentissage permanent. Et en même temps, il faut que tu sois capable, tu vois, d'avoir un certain nombre d'automatismes. Donc intellectuellement, ça doit être. Comment ça se passe du coup? Parce que intellectuellement, c'est épuisant parce que du coup, ton cerveau, il fonctionne tout le temps. Ton cerveau, il fonctionne tout le temps parce que tu es toujours à la recherche de performance. Tu vois, je vais faire la corrélation avec le sport. Tu es toujours à la recherche de ce petit plus, en fait, qui va faire la différence et qui va te permettre de pouvoir repousser les limites. Et les limites, on en parlera plus tard dans le podcast, mais c'est vrai qu'on apprend vraiment à se connaître personnellement, physiquement, mentalement, psychologiquement pour pouvoir justement être borderline avec ses limites. Parce que les limites, à partir du moment où tu as vu que tu peux les dépasser, peu importe dans le domaine
quelconque, ben, en fait, ça devient une petite drogue derrière parce que ça devient un Ouais. petit jeu parce que du coup, comme tu as appris à dépasser un peu ces limites-là, tu dis, mais en fait, compte, elles sont où? Et quand tu arrives constamment à les repousser, ben, du coup, ça devient un jeu. Ça devient un jeu et tu es à la recherche toujours du petit plus. Tu es toujours à la recherche de ce qui va faire la différence. Oui, jusqu'où tu prends ça pour un jeu. Tu prends ça pour un Ouais. jeu. Et puis après, tu fais ça pas, sur le côté intellectuel, hein, que ce soit intellectuel, psychologiquement, physiquement, tu fais ça partout. Tu fais ça vraiment partout, partout, partout. Et c'est ça C'est qui devient amusant. C'est ça qui devient ouais. amusant, c'est ce qui apporte ce petit piquant, c'est ce petit stimuli que tu trouves dans l'intérêt et de pouvoir rester, parce qu'en fait, c'est un monde qui est très, très fermé, mais c'est un monde qui est très, très difficile. Quand je t'ai fait la comparaison de la fosse au lion, ben, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Le plus dur, c'est pas de rentrer, c'est d'y rester. Parce que Mhm. psychologiquement, ça tire sur la couenne, et mentalement, physiquement, ça tire partout. Ça tire vraiment partout. Et le plus dur, c'est de rester. Et c'est de trouver un intérêt à ce que tu fais, quotidiennement parlant. C'est-à-dire, moi, à un moment donné, j'ai quitté ma carrière, j'ai abandonné ma carrière. Pourquoi? Parce que j'avais fait le tour de ce que j'avais envie de voir, en fait. Et il n'y avait plus rien qui me stimulait, il n'y a plus rien qui me faisait envie dans ce. En fait, j'avais fait le tour de mes objectifs. Et quand Ouais. j'ai fait le tour de mes objectifs, ben, pour moi, j'étais obligé de m'en fixer d'autres. Parce que je sais très bien que je n'allais pas forcément continuer à m'épanouir dans ce que j'allais faire. Et je n'avais pas envie de mettre du mauvais esprit, je n'avais pas envie de mettre de la mauvaise volonté dans ce que je faisais. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis parti dans le sport, tout simplement. Ok. Bah, est-ce que tu penses que c'est possible de durer dans ce milieu aussi Bien sûr, exigeant si tu n'as pas la motivation, si tu as perdu, tu vois, bien la. sûr, Ah bien oui? sûr, bien sûr. Tu peux durer, mais après, il va falloir te réinventer. Donc, quand j'entends par te réinventer, il va falloir refixer des objectifs. Dans la recherche, dans la motivation, tu vas forcément avoir un objectif principal. Maintenant, dans cet objectif principal, pardon, tu vas te fixer des objectifs jalons pour y arriver. Tu vas fixer des paliers. Et voire même, tu vas t'en mettre beaucoup, tu vas t'en mettre plusieurs. Tu vas aborder plusieurs chemins pour justement arriver à Rome. D'accord? Mais une fois que tu es arrivé au sommet de la montagne, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, soit tu descends et tu la remontes, soit tu fais un tour d'horizon et puis tu regardes le mont suivant, tu dis, ah, mais il est plus haut celui-là, tiens, je vais aller là-bas, parce que c'est plus haut, tiens, je vais me remettre à un autre challenge. Et en fait, arrive à un moment donné, quand tu as fait le tour de la planète et que tu as monté l'Everest, tu as monté le mont le plus haut de la planète, ben, tu fais quoi? Ouais. En fait, il faut forcément que tu te réinventes et que tu te remettes, tu te dis, bah, écoute, c'est bon, moi j'ai fait le tour des grimpettes. Ah, bah, c'est bon, la grimpette, je vais arrêter, je vais faire autre chose. Peut-être je vais faire du sprint. Ah, tiens. Et du coup, tu changes de secteur. C'est des C'est métaphores que je te fais, mais, ouais. mais ça veut dire ce que ça veut dire. Quand tu as fait le tour, bah, tu as fait le tour. Ok. Ok. Après, tu Super as intéressant. des personnes qui vont rester, qui vont faire le choix de leur carrière, tout simplement parce qu'il y a quand même des choses qui sont attractives, notamment la retraite. Il y a des personnes. Et tu as des personnes qui ont ni plus ni moins aussi. C'est pas la peur de l'inconnu, c'est la peur d'arrêter. C'est vrai que c'est une grosse. La reconversion, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Quand tu construis quelque chose pendant un certain nombre d'années et qu'il faut que tu te dises que tu abandonnes ce que tu as construit pour reconstruire autre chose dans un secteur d'activité complètement différent, dans un univers complètement différent, c'est quelque chose quand même qui pas qui fait peur, mais que tout militaire appréhende. La sortie, Ouais. que tout militaire, dans mon professionnel, c'est un sujet que tout militaire de carrière. Ouais, ça c'est un point, tu vois, en tant que civil, 100% civil, que j'avais pas forcément en tête, mais que je commence à, enfin, je pense que je commence à réaliser un peu les enjeux à force de parler avec des militaires reconvertis. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, je pense qu'on a du mal à imaginer quand on n'a pas, tu vois, comme toi, finalement, tu t'es construit, en fait, ce que tu expliquais, tu t'es engagé très jeune, tu t'es construit dans l'armée, tes repères sont là-dedans. Ouais. Et en fait, c'est un univers, c'est pas un univers séparé du monde normal, mais c'est quand même, il y a énormément de codes, même en étant dans les FS, tu es quand même dans l'institution et devoir sortir de ça. Tu es dans une bulle, tu es dans une bulle et Ouais, devoir sortir de cette bulle-là pour utiliser les qualités, les qualifications que tu as et les adapter dans un nouvel univers, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile que changer de secteur d'activité dans le civil. Je veux dire, tu as déjà les codes de communication, tu sais un petit peu comment fonctionne le système. Quand je parle de système d'emploi, système salarial, système entrepreneurial, tu sais un peu comment ça fonctionne. Donc, les codes, tu les as. Tu as juste à les retranscrire et à les adapter.
Alors que quand tu es dans l'armée, tu es obligé de prouver quels vont être tes points clés, quels vont être tes points forts, en faire des points clés qui vont pouvoir te servir dans un nouveau domaine, environnement que tu vas devoir réapprendre. Donc, tu réapprends tout, tu réapprends à parler, tu réapprends à marcher, tu réapprends l'école, tu réapprends tout, tu réapprends vraiment tout. Donc, c'est là où Défense Mobilité, donc l'organisme de reconversion de l'armée, aide beaucoup. Mais le plus gros du travail, c'est tout le fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de pouvoir partir plus tôt, puisque tu as beaucoup plus de facultés à rebondir à 30 ans que tu l'as à 40 ans, etc., etc. Donc, j'avais pensé à tout ça. Donc, c'est ce que je dis à la jeune génération aujourd'hui qui s'engage, il y a toujours un avant, un pendant et un après. Et tout se prépare. L'entrée se prépare, dedans, continue à se préparer, et la sortie se prépare aussi. Ouais, effectivement. Et je pense que c'est comme dans plein de choses, tu vois, notamment le sport de haut niveau, quand tu prépares pas ta sortie ou mal, elle est forcément compliquée, tu vois. Tu parlais, tu donnais l'exemple des vacances un peu plus tôt, je te rejoins 100% en fait. Et toi, tu vas peut-être, explique-nous peut-être comment tu l'as préparé cette sortie. Est-ce que ça a été quelques semaines, quelques mois de travail? Est-ce que tu as vraiment anticipé? Ça a été des années de travail. J'ai préparé ma sortie pendant 2 ans. Donc, c'est-à-dire que je me suis formé, j'ai passé des formations diplômantes. Donc, je me suis mis quasiment au CNED, en cours du soir. J'ai passé un bac pro en marketing international, un peu en export, donc, parce que j'avais peut-être envie de travailler sur l'étranger. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me qualifier, comme ça, je vais mettre plusieurs cordes à mon arc. Ensuite, après, j'ai passé une formation, une certification professionnelle en préparation mentale pour la performance professionnelle et pour les sportifs compétiteurs. Et pareil, il y a un organisme de formation. Et après, en fait, si tu veux, quand j'ai préparé pendant 2 ans ma sortie, où est-ce que j'allais aller, j'ai passé une formation en comptabilité, j'ai fait plusieurs types de formations que je me suis payé moi, et j'ai utilisé la défense mobilité pour me former sur ce qui me plaît à la fin, quoi. Au début, je n'étais pas trop sûr d'aller dans le sport. J'avais déjà cette idée-là. Mais j'ai été pour reprendre un métier que j'avais mis de côté, donc juste avant d'entrer dans l'armée, j'étais dans la restauration. Donc, je voulais reprendre un restaurant et un bar. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'avais laissé cette vocation-là depuis très longtemps et j'étais plus fait pour ce monde-là, en fait. Parce que forcément, qui tient un restaurant et un bar, ça demande un peu de sociabilité, chose qui n'est pas trop la qualité, chose qui est pas trop la qualité d'un opérateur des forces spéciales qui est de cloisonner toute sa vie et d'esquiver un petit peu le commun. Ouais. Donc, si tu veux, j'étais pas dans mon élément, j'étais pas dans mon univers. Donc, du coup, je me suis replongé dans le sport. Où là, j'ai passé une formation diplômante, brevet d'état. Là. Ouais. Donc, et puis après, voilà, j'ai continué pareil à me former. Donc là, aujourd'hui, même pour te dire qu'il y a l'année dernière, je continue encore à me former, puisque l'année dernière, j'ai passé des diplômes aux États-Unis encore, donc, pour pouvoir justement me permettre d'exercer dans l'entraînement sportif, notamment dans les sports de combat. Donc à l'étranger, quoi. J'ai continué à me former, j'ai passé 2 formations à Miami pour justement avoir les diplômes pour pouvoir enseigner à l'étranger, quoi, parce que tu es constamment à la recherche du petit plus. Ouais. Tu te formes, tu t'instruis, tu te formes. Et l'apprentissage, il est constamment. Je reviens sur ce que tu disais sur la préparation, mais par rapport aux vacances et tout, mais c'est exactement pareil avec le sport. J'ai préparé ta sortie des starting blocks, parce que si ta sortie elle est pourrie, forcément, la course derrière, ça va être une catastrophe. Le résultat sera une catastrophe. Donc, il faut bien préparer sa sortie. Une fois que la sortie elle se passe relativement bien, normalement, ça devrait après. Tu vois, ce sont des termes caractéristiques qu'on retrouve dans le sprint. On veut dérouler sa course. Ça veut dire qu'il faut allonger la foulée, etc., et tu peux te permettre de pouvoir t'installer, etc., etc. Intéressant. Je savais pas qu'il y avait un enjeu particulier. Enfin, forcément, je me doutais que le départ en sprint était important, mais. Si tu foires ton départ, tu foires ta course. Ok. Et là, c'est pareil pour tout secteur d'activité. Là, c'est pareil pour tout secteur d'activité. Si tu foires ton départ, c'est-à-dire demain, tu veux changer de métier, si tu abandonnes tout, je te donne un exemple tout bête. Demain, tu es employé dans une boîte. Là, tu foires ta sortie, tu te prends la tête avec tout le monde. Okay, je peux te dire que ta reconversion derrière va être un peu compliquée. Pour retrouver du travail derrière, ça va être un peu compliqué parce que ton patron suffit qu'il ait un peu le bras long.
il va te mettre des bâtons dans les roues, tu vois, donc faut gérer sa sortie. Ouais, c'est clair. En parlant de sortie, intéressant, je sais plus où j'ai vu ça il y a pas très longtemps que Alex French SS, donc Yes, Alex. le premier Pays-Bas, il me semble que sa reconversion, ça a été lui aussi un bar, hein, si je me trompe pas. Ben, oui, en fait, si tu veux, on était. C'est un truc du premier Pays-Bas ou Non, non, avec Alex, on est très potes et on était dans la même unité, on était dans la même compagnie, etc. etc. Bon, c'est même lui qui m'a fait passer certains stages, etc. etc. Et en fait, on est les deux seuls de la boutique à avoir demandé un congé de reconversion pour création, reprise d'entreprise et secteur restauration. Ouais, Ok. les chiens ne font pas des chats. Mais, mais en tout cas, oui, c'est vrai il était parti sur cette reconversion au départ, et puis après, il a basculé chez Ubisoft. Et après, il a fait pas mal de choses. Et il a monté Chiron. Il avait déjà cette idée en tête, hein, déjà depuis très très longtemps. Et puis, comme tu vois, toute réussite mérite de la préparation. Ben, il a travaillé dans l'ombre, il a préparé son, son futur. Et puis, comme quoi, tu vois, aujourd'hui, ça lui a plu parce qu'il a bien préparé. Yes. Bah, écoute, j'espère qu'un jour, il pourra venir nous parler de sa préparation à lui. Donc, t'expliquais que tu t'es formé en préparation mentale aussi. Ça m'amène à une question. On parlait des drills tout à l'heure, donc pour ancrer des automatismes, quand t'expliquais que force spéciale, c'est être à la recherche constante du petit plus, etc. Moi, spontanément, je pense à l'aspect physique. Non, il y a l'aspect mental, il y a beaucoup d'aspects mentaux, et si tu veux, on ne parle pas seulement de motivation, de détermination, il faut apprendre à se connaître. C'est-à-dire que moi, j'ai passé cette formation-là tout simplement pour apprendre, parce que chaque personne est différente, chaque profil est différent, et il faut apprendre à connaître la personne psychologiquement, mentalement parlant, et aussi pas que physiquement parlant. Parce qu'il y a pas mal de coachs, il y a pas mal de préparateurs physiques, d'entraîneurs qui vont vraiment s'intéresser à la partie performance, mais pour performer, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans la tête du bonhomme. Et, ça va tout, ça va sur l'aspect psychologique comme l'aspect mental. Donc moi, j'apprends tous les clients que j'ai, j'apprends à les connaître individuellement parlant. Tous les athlètes que j'ai aujourd'hui, que ce soit amateur ou professionnel, puisque je gère ici une équipe professionnelle de 10 combattants, donc que ce soit dans différentes disciplines. En plus de ça, j'ai dû me réinventer au niveau des us et coutumes, parce que je travaille dans un pays qui n'est pas le mien, dans une langue qui n'est pas la mienne, la façon de penser n'est pas la même. Et donc, du coup, je suis obligé de m'intéresser à tout ça. Donc, tu es obligé à t'intéresser à la vie de ton athlète. Tu es obligé de m'intéresser à la vie de mes clients pour savoir qui ils sont, pour pouvoir pour pouvoir gérer au mieux leur préparation, pour pouvoir justement voir ce qui serait le plus adapté, puisqu'on est obligé de s'adapter en permanence, et pour voir ce qui est le plus adaptable en corrélation avec leur profil. Donc, c'est vraiment, encore une fois, on est sur le type de profil. Ouais. Intéressant cette notion d'adaptabilité. Je crois que les commandos, ils ont un adage pour ça, s'adapter, c'est gagner ou un truc comme ça. Exactement. C'est ça, hein. Je ne sais pas si c'est que les commandos, mais bon. C'est surtout les commandos que j'ai eu. Voilà. Yes. Mais donc, cette notion de mental, pour faire le lien entre ce que tu fais aujourd'hui, ta formation et les FS, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez à l'époque, quand tu étais dans les FS, tu vois, la visualisation, je ne sais pas, par exemple, les techniques de relaxation. On n'avait pas, à l'époque, on n'avait pas autant de notions d'importance sur le top, en fait, les techniques d'optimisation du personnel, on n'avait pas vraiment de sensibilité, on n'était pas sensibilisé sur cette notion-là, sur ce secteur-là. Donc ça s'est fait. C'était des ancrages qui se sont faits petit à petit au fil du temps dans la formation et dans le formatage. En fait, ce qu'on appelait le formatage à l'époque, c'est qu'on vraiment on te détruisait, on te brisait pour justement te reconstruire selon l'image de la France qui avait du bon militaire, du bon fantassin, du bon grenadier voltigeur, comme on disait à l'époque. Mais non, tu es vraiment formaté, tu es vraiment à l'instruction en permanence de A à Z, en fait. De A à Z. Tu es vraiment pris en compte de A à Z, et des fois même sans même t'en rendre compte.
on t'inculque pas seulement l'instruction, hein. Ça continue après dans les compagnies de combat. On t'inculque vraiment des valeurs. Et, et ça, je pense que c'est la plus belle des armes, c'est ces valeurs. C'est ce qui va vraiment, c'est ce qui va te construire autour de ces valeurs. Et si les valeurs sont communes, eh bien forcément, tout le monde marche à l'unisson. Et c'est ça qui c'est ça que... Excellent. T'évoquais un peu plus tôt le livre que vous avez tous coécrit, vous avez 14 ans de mémoire, sous la direction, l'impulsion, je ne sais pas, de Teddy Palassi, que j'ai reçu sur le podcast. Alors, ça devait être l'épisode 47 de mémoire. C'était il y a longtemps. Ouais, ça commence à dater, Teddy, ça commence à dater. Mais j'avais eu Teddy, et puis ensuite, pour la sortie du livre, je ne me rappelle plus, je mettrai les liens en description, mais j'avais eu donc Teddy, Scoob, Guillaume. Aussi. Ouais, j'avais eu Scoob. Et bref, super intéressant. Et donc, j'ai forcément lu votre livre et donc ta partie. Et il y avait une petite anecdote que j'ai trouvée fascinante que tu partageais. C'est que tu as découvert, tu me dis si je me trompe, hein, parce que à force de rencontrer des frappés, des fois, je mélange les parcours. Mais ce que j'ai retenu de ton parcours à toi, c'est que tu as découvert qu'en fait, tu as rejoint le premier PIMA. Et ton père y était aussi avant, c'est ça? Mais non, c'était mon beau-père. J'ai découvert ton beau-père. j'ai découvert. Moi, j'ai grandi un petit peu à l'écart, un petit peu éloigné de ma famille. Donc, ce qui fait que j'ai appris un petit peu à découvrir mon histoire très tard. Et lorsque je me suis engagé au premier, un jour, j'ai mon beau-père, donc le mari de ma mère, qui m'envoie un message qui me dit ouais, tu passeras le bonjour là du jour. Moi, je dis, attends, j'avais le souvenir quand j'avais été militaire, forcément, tous, à cette génération, à l'époque des applis, etc., il y en avait forcément un qui a passé son. Mais j'avais pas trop, je ne connaissais pas trop de souvenirs qui me racontaient des histoires, etc., etc. Je n'étais pas si proche que ça. Et quand il m'a dit ça, je dis bah, attends, mais comment tu le connais? Il me dit ouais, mais moi j'étais à Bagdad, etc. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu les flashbacks, où je voyais des photos dans la maison où il était en uniforme avec son équipe, il avait le béret qui était accroché sur son bureau, sur un cadre sur son bureau, avec les médailles, etc. Et c'est ce flashback-là, en fait, et je dis c'est pas vrai. Il me dit ah, si, et tout, moi j'étais à la CIS, machin, je sais pas quoi, tout. Enfin, il était dans une compagnie à l'instruction, etc. Je dis, mais attends, mais c'est un truc dingue, comme quoi le subconscient, comme quoi ton cerveau, il est vraiment formaté, en fait, vraiment programmé en fonction de ce que tu entends, de ce qu'on te conseille, de ce qu'on te. Et je suis sûr que. Et aujourd'hui, moi, je crois en ça, je crois beaucoup au subconscient, au conscient, bien sûr, mais je crois beaucoup au subconscient, c'est-à-dire que tout est programmé. C'est-à-dire que peut-être une petite graine, un petit contamine dans la tête il y a 10 ans, ben ça va mettre le temps que ça va. Mais ça va, au bout d'un moment, ça va germer. Ça va germer, ça va prendre. Et ouais, ça allait être ma question. Tu vois, quel est l'impact, tu penses, de ce parcours que tu avais peut-être un peu mis de côté, oublié ou pas complètement conscientisé, mais quel a été l'impact de ce parcours sur tes choix à toi de rejoindre l'armée et après le premier PIMA? Ouais, mais je pense qu'il y a eu beaucoup, ça a beaucoup influé, c'est sûr, parce que imagine-toi, tu mets le cours de circonstances. Moi, j'étais en Afrique, donc je vivais à l'étranger, donc soit de voyage. J'ai toujours été en présence militaire, donc j'étais vraiment familier comment on appelle ça, aux situations un petit peu, aux situations fortes, parce que c'est vrai que j'ai vécu dans un pays où il y avait une grosse présence militaire, il y avait une grosse pression politique, il y a eu quand même des coups d'État, etc., etc. Il y a eu des zones de guerre auxquelles j'ai assisté quand j'étais gamin. Quand tu racontes dans le livre, c'est fort. J'ai vécu des moments très forts, très très jeunes. Mais bon, du coup, tu vois que tout ça mis bout à bout, forcément, il y a pas de. On dit que le hasard fait bien les choses, mais on peut te dire aussi qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Ouais. Donc, tu vois, on est capable de te dire les deux, et en fait, finalement, tout est lié. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. Et alors, cet univers militaire dans lequel tu as baigné très très jeune, comme tu le disais, qui a été, où tu as passé 11 ans, forcément, il t'a apporté un certain nombre de choses, j'imagine, en termes d'émotions, d'expériences que tu vivais. Aujourd'hui, tu dirais déjà, même si tu as préparé ta transition pendant 2 ans, comment est-ce qu'elle s'est passée dans la réalité, au-delà du plan?
En fait, si tu veux, moi, ce que je pense que je manquais de discipline. Parce que c'est vrai que je terminais jamais ce que je commençais. Donc, c'est-à-dire, j'étais tellement Même dans l'armée? même, non, pas forcément, non, non, après dans l'armée. C'est Ah, l'armée d'accord, qui m'a ok. permis d'être discipliné. C'est vrai qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment indiscipliné parce que je commençais quelque chose, je ne le finissais pas. J'avais tellement envie de tout faire, j'étais tellement éparpillé que je ne savais pas où donner de la tête. Et en fait, l'armée m'a appris à me discipliner puisque je cherchais une certaine forme d'autorité. L'autorité, après, est devenue de l'auto-autorité. Donc, c'est-à-dire que je me suis autodiscipliné à travers, j'avais besoin d'être cadré, en fait. Et si tu veux, je te donne l'exemple que j'avais donné lors du dernier podcast aussi à Nicolas sur Fortitude. Moi, j'avais horreur de l'autorité. J'étais un renégat, j'avais horreur de l'autorité. Ce qui a beaucoup amusé aussi ma famille et mes parents quand je me suis engagé, parce que je faisais même des paris entre eux. Si je ne t'inquiète pas, dans 2 semaines, il va rentrer. C'est juste une petite crise là qui nous fait. Ne t'inquiète pas, dans 2 semaines, il rentre à la maison. Attends, l'autorité, toi, on te dit de te ranger ta chambre, tu pètes les plombs, tu vas partir à l'armée. T'es fou, toi. Et donc, du coup, et la preuve, j'ai fait 11 ans. Mais en fait, si tu veux, j'ai changé ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que j'avais le contrôle, c'est moi qui ai fait le choix d'aller là-bas. Donc, quand tu as quelqu'un qui te dit, ouais, maintenant, mais on va te donner des ordres. Je dis, mais en fait, moi, si tu veux me donner un ordre, déjà dans ma façon de penser, je me suis dit, mais c'est pas un ordre. Un ordre, on t'oblige à faire quelque chose. Etc. Moi, on ne m'a jamais obligé à faire quelque chose. J'ai toujours fait les choses comme je pensais bien les faire et comme j'avais envie de les faire. Et j'ai toujours fait mes choix en fonction de ce que j'avais envie de faire. Donc, et ça, c'est la plus belle des valeurs qu'on m'a inculquées depuis que je suis gamin, c'est la liberté. Ça s'appelle la liberté, être libre de faire ses choix, ses propres choix. Donc, c'est-à-dire que même dans l'armée, tu es libre jusqu'au dernier moment, tu as le choix d'appuyer sur la détente. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, le choix, il t'appartient. Après, il faut Hmm. prendre la responsabilité d'assumer ses propres choix. Donc, c'est pas un ordre pour te donner cette directive. Tout simplement, c'est toi qui as fait le choix. Donc, on ne te force pas. On te force pas la main, on ne t'oblige pas à quelque chose. C'est toi qui as fait le choix d'être là. Donc, plutôt que de voir ça comme un ordre, ben, je vois ça comme une directive. On me donne une consigne. Tu vois. Et quand tu as cette façon de penser-là, ben forcément, les données, tu les traites beaucoup plus aisément. Elles sont beaucoup plus douces et du coup, tu mets beaucoup plus d'entrain et beaucoup plus de dynamisme dans ce que tu fais. Et c'est comme ça que j'ai vu les choses. Et après, j'ai complètement changé ma façon de penser dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Ok, super clair. Très intéressant cette notion de mindset, d'état d'esprit, tu vois, sur finalement comment tu vois les choses. C'est un peu, je suis en train de lire un livre en ce moment, c'est exactement ça. Finalement, c'est le mental qui conditionne notre réalité. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et ça me Exactement. fait penser à ce que tu disais un peu plus tôt sur cette recherche de limites. Quand j'avais discuté avec Teddy, qui avait été encore une fois, on parle de Teddy, qui avait été le premier FS que j'ai reçu sur le podcast. La Mhm. phrase que j'ai retenue de lui, tu vois, c'était le physique a ses limites, le mental n'en a pas. Et il racontait des Exactement. histoires où il s'est retrouvé à s'endormir avec une narine dans l'eau, la moitié du visage dans l'eau, il dormait quand Ah non, même. mais on est conditionné et ce métier-là te pousse vraiment en dehors de ta zone de confort constamment. Ce que tu as raconté, Teddy, moi, ça m'arrivait pas. Sur une frangère, on devait valider. Moi, je me rappelle, c'était en tout début de ma carrière. J'étais même pas. On était dans la montagne noire. C'était il y a 2 jours. Le deuxième jour de marche, on marchait environ 30 à 35 km par nuit, avec le sac à 40 kg sur le dos, etc., etc. Et à un moment donné, je me suis réveillé en pleine nuit, en bas d'une montagne, la gueule pour parler vulgairement, enfariné comme ça, là, part. Et mon collègue qui m'enlève, il me dit, ça va? Je dis, mais ouais, ouais, mais je dis, mais on est où? Ça, je suis complètement azimuté. Je dis, mais on est où là? Là, on est là et tout. Je dis, mais attends, mais on est parti déjà? Il me dit, attends, mais il me dit, ça va toi? Tu quoi? Et en fait, ça faisait déjà 15 km qu'on marchait et je m'étais endormi. Je m'étais endormi dans le milieu de la nuit, donc endormi en marchant. Et puis, je pense que j'ai dû traîner des pieds et trébucher sur une pierre. Et ça m'a fait dévaler la porte. Et quand je me suis réveillé, je ne savais plus où j'étais. Je reprenais mes esprits et je me dis, bah, ça fait depuis peut-être 10 bornes que je suis en train de dormir en marchant. Waouh. Et là quand tu prends conscience et quand tu prends notion et que tu prends conscience de ça, tu te dis, attends, mais c'est fort. Moi, on me l'avait raconté, mais il faut le vivre pour le comprendre. Ouais. Faut le vivre. On pourra te raconter plein de choses, mais à partir du moment où tu le vis, là, tu te dis, mais
mais c'est pas possible. Ouais. Et quand on dit, ah, mais non, si, c'est vraiment arrivé. Donc, quand tu vis des expériences comme ça, mais tu te dis, mais en fait, finalement, la limite, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Ouais. limite, en fait. Il n'y a pas de limite. La limite, elle est ni plus ni moins de là où toi, tu as décidé de la fixer au départ. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Comment, comment est-ce que tu le transmets ça Tu disais que tu as une équipe de 10 combattants. Comment est-ce que, Mhm. tu vois, tous ces apprentissages sur le mental, les limites, etc., tout ce que tu as vécu pendant 10-11 ans dans l'armée, comment tu leur transmets à eux? Je ne sais pas s'il y en a qui viennent du monde militaire, mais si ce n'est pas le cas, Ouais. Bah, si, j'ai un militaire, j'ai un marin dominicain, enfin, de l'armée ok. dominicaine, et j'ai un membre de la police nationale aussi. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont quelque chose en plus. Tu Ouais. vois, comme quoi, même, même à l'autre bout du monde, Et ça pour les autres, fonctionne. du coup, tu vois, cette notion de la Bah, limite, elle est là où tu la fixes. c'est plutôt, après, c'est plus, comme je t'ai dit, c'est pour ça que j'apprends à connaître individuellement les personnes, parce que du coup, c'est plus dans le côté personnel que tu vas chercher. Tu vas chercher les personnes. Est-ce que la motivation, est-ce qu'elle est plutôt intrinsèque, est-ce qu'elle est plutôt extrinsèque? Si elle est intrinsèque, bah, du coup, tu vas un petit peu appuyer dessus. Si elle est extrinsèque, bah, tu vas essayer de fouiner un petit peu, apprendre à connaître ton personnage pour savoir un petit peu sur quel trait de caractère tu vas pouvoir appuyer, à faire sortir un petit peu la bête qui est au fond de lui. Et, c'est plein de petites techniques. Je ne peux pas trop t'en parler comme ça subitement parce que c'est plus dans le quotidien que je les accompagne. Ouais. J'apprends à les connaître et après, en apprenant à connaître une personne, mais tu vas pouvoir te permettre de pouvoir mettre des choses en place plus facilement qu'avec une personne que tu ne connais pas. Donc, tu vas Ouais. plus t'adapter à la personne que si tu ne connais pas une personne, tu vas mettre quelque chose en place qui vient d'un canevas, mais qui ne sera pas forcément adapté, qui sera inadapté à la personne. Et du coup, ça va avoir un effet contre-productif que productif. Tu vois, ça va être vraiment plus antagoniste que productif, quoi. Donc, Ok. Ouais, c'est vraiment une plus approche enfin, individualisée, mais en tout cas, tu as une boîte à outils dans laquelle exactement. tu peux piocher, quoi. Exactement. C'est comme les préparations physiques qu'on fait que je mets en place pour les jeunes qui veulent s'engager pour le métier des armes. Donc, à travers Force Special Coaching, l'association qu'on a montée avec l'équipe Alassi, dans laquelle on forme les jeunes plus. Moi, je fais de l'instruction, de la préparation physique à distance, préparation physique, préparation mentale, et surtout du suivi de l'accompagnement à distance. Donc, c'est-à-dire que les jeunes, on les accompagne jusqu'à ce qu'ils mettent un pied en mobilité. Donc, on ne les lève pas dans la nature comme ça, avec, euh, avec un programme inadapté, etc., etc. On les accompagne. Et c'est vrai que moi, des fois, j'accompagne des personnes pendant 1 an, pendant 2 ans. Je les ai tous les jours, enfin pas tous les jours, je les ai toutes les semaines au téléphone. On fait des points régulièrement. Je m'intéresse à ce qui se passe un petit peu dans leur vie, etc., etc., pour justement apprendre à les connaître. Et en apprenant à les connaître, ben, la préparation elle est vraiment plus individuelle, plus personnalisée que, Ouais. que généralisée. Et puis c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment ça qui fait la différence. Tu dirais que c'est possible aujourd'hui d'arriver bien mieux préparé mentalement, physiquement, etc., aux épreuves de sélection des forces spéciales que à l'époque où toi tu t'es engagé, parce qu'il y a plus d'infos, parce qu'il y a des initiatives comme Force Spéciale Coaching. Oui, bien sûr, forcément qu'on a un peu révolutionné le système parce que forcément les conflits évoluent, la performance évolue, le degré d'exigence aussi évolue. Donc forcément, et le niveau a évolué, la performance, tout évolue, tout évolue. Donc forcément, euh, il faut, pour optimiser le rendement, il faut forcément avoir une préparation adaptée. Et puis c'est vrai que même moi qui suis entraîneur, si j'ai besoin de m'entraîner, je fais appel à un entraîneur. Même si Ouais. je connais, même si j'ai la notion de connaissance sur tout type de protocole, je fais appel à un entraîneur. Tout simplement pour me décharger, pour avoir vraiment l'esprit complètement guidé, en fait, tout simplement, pour me laisser Ouais. guider, pour me laisser. Et puis tout simplement pour avoir une autre approche, parce que forcément la pédagogie et les méthodologies, les pédagogies de ces personnes-là sont peut-être pas les miennes. Moi, forcément, je connais mes limites, je vais jouer je vais rester borderline avec les limites. Je vais les dépasser, mais je vais rester borderline. Alors que si je m'abandonne et je me laisse complètement guider, je Hmm. vais vraiment dépasser ces limites-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a quelqu'un qui va me pousser. Donc cette approche-là, c'est vrai que bon, forcément, on a fait évoluer le système parce que du coup, on permet aux jeunes de pouvoir se concentrer sur la partie physique. Donc, on les met vraiment dans des conditions
les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent aborder leur test et surtout qu'ils soient à chance égale. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas, je ne vais pas favoriser l'un plus que l'autre. Forcément, si je prépare 200 mecs et qu'il y a 80 places, les 200 ne vont pas rentrer. Mais ils vont tous partir avec les mêmes chances de départ. Après, c'est la sélection naturelle qui va faire son travail. Et après, il y a d'autres parties dans les tests que nous, on ne peut pas maîtriser. C'est la partie des tests psychotechniques, la partie intellect, la partie d'études de profil. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais si déjà les jeunes arrivent avec un même niveau physique, c'est-à-dire le niveau prérequis, donc forcément, le niveau prérequis, l'année suivante, il va augmenter. Après, les bonhommes vont évoluer, vont être beaucoup plus performants. Donc, si le bonhomme est plus performant, forcément, il va pouvoir se concentrer plus sur la partie technique, technico-tactique, etc., etc. Donc, forcément, on fait évoluer Schmilblick à notre manière, à notre sauce. Pourquoi? Parce qu'on a étudié un petit peu, durant toutes ces années où on était dans l'institution, les défauts qu'il y avait de la instruction. C'est des fois, on avait des jeunes qui passaient à travers les mailles du filet et qui arrivaient, qui n'étaient pas préparés. Donc, on était obligé de perdre du temps parce qu'on était obligé de reformer les mecs physiquement, on était obligé de s'adapter. On était obligé de trop s'adapter. Donc, du coup, le niveau n'était pas le niveau qui était prérequis à la base. Et il y avait, oui. Et il y avait du coup une mauvaise balance. Donc, il y avait un déséquilibre au niveau de la balance parce que tu te retrouvais des fois dans un même groupe avec une unité avec 3 groupes de force différents. Donc, parce que tu as des mecs qui n'avaient pas forcément le même niveau. Et forcément, tu auras toujours des mecs qui n'ont pas forcément le même niveau. Mais il y avait une différence qui était vraiment incohérente, qui était vraiment très accentuée. Donc, du coup, nous, on a mis en place cette solution-là pour que tout le monde arrive avec le niveau qui est requis, voilà, etc. C'est vraiment par rapport à ce que tu expliquais, les différences de niveau dans les unités, sans rentrer dans le détail, parce que tu as été assez clair là-dessus, pas là pour parler de tes guerres, mais tu peux avoir des unités, c'est-à-dire tu peux avoir des gens du premier PIMA qui font la même mission, pas l'exercice, la même mission pour de vrai, avec des commandos marines, avec, je sais pas, du service action des GSE. Tu peux avoir ce genre de mix. C'est à ça que tu faisais référence quand tu disais qu'il y avait des différences de niveau? Non, c'est pas ce à quoi je fais les différences. Les différences de niveau, je te parlais surtout à l'instruction. Ah, l'instruction, ok, d'accord. C'est vraiment l'instruction, tu as vraiment des différences de niveau. Non, si on se retrouve à différentes membres de différentes unités sur la même mission, c'est que généralement, on a tous les mêmes qualités, on a tous les mêmes qualifications, on est tous aptes à pouvoir exercer la même mission. Donc, forcément, on est tous plus ou moins au même niveau. Parce que c'est vrai que quand tu dois accéder à une certaine mission, forcément, tu dois répondre à certaines qualifications. Ouais. Tu dois avoir certaines qualités. Et généralement, on fait appel à des personnes qui ont le même type de profil et qui ont les mêmes qualités. Non, c'est surtout à l'instruction. Quand on formait les mecs, on voyait qu'il y avait des différences de niveau, il y avait des personnes qui étaient. Et ça, c'était un défaut qu'il y avait dans la phase de recrutement. D'accord. Ok. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus strict et c'est beaucoup filtré dans le sens où il y a beaucoup de demandes pour peu de place et les prérequis aujourd'hui c'est moins accessible que ça l'était avant, tout simplement. L'institution s'est rendu compte par elle-même aussi. Au bout d'un moment, moi, à l'époque, on a fait le stage, on avait commencé à 80 et si je me trompe, et on avait fini, je crois, à 22. 22, t'as dit? À 22, on a fini à 22. 22. On a fait à 22 et le stage, et après le stage commandé, c'était fini à 8. Waouh. Ouais, donc 10%, quoi. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Donc tu imagines la perte, et puis forcément, tout ça, c'est un coût. Eh oui. Forcément, c'est un coût. C'est une perte de temps pour les instructeurs, c'est une perte de temps pour les jeunes aussi, c'est une perte d'argent, et puis forcément, c'est vous, c'est contribuable. Hein. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Donc, ouais. Ma question m'est revenue. Ça y est, c'est que donc tu parlais de Force Special Coaching, votre mission qui est de faire en sorte de préparer les jeunes physiquement, mentalement à ces épreuves-là. Du coup, ça m'a fait faire le lien avec la préparation une fois que tu es en unité, puisque par définition, vous évoluez dans des environnements où c'est l'incertitude tout le temps. Tu ne sais pas où tu vas intervenir demain. Vous avez rarement toutes les cartes en main, toutes les infos en main sur
le type d'intervention que vous faites. Du coup, qui fait les contenus, tu vois, pour les drills, pour les exercices, pour les formations euh, puisque finalement, les seuls retours d'expérience qu'il y a, c'est vous à chaque fois sur des missions qui sont toutes uniques. Exactement, parce que un groupe est composé forcément de membres plus anciens donc, et plus jeunes. Donc, il y a une vraie mixité par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est force de proposition, tout le monde a une expérience. Donc, il y a des personnes qui viennent d'autres unités, qui ont fait des passerelles, et il y a des personnes qui sont dans l'institution déjà depuis longtemps, etc. Et chaque entité va avoir un certain nombre de connaissances. Et du coup, les exercices, les rétextes, on s'appuie sur les rétextes de nos homologues. On s'appuie sur les rétextes, quand je te dis de nos homologues, c'est les homologues américains, ça peut être les Australiens, ça peut être n'importe quel type d'unité. Donc, on va aussi se former à l'étranger. Donc, on fait énormément d'échanges, d'intercoalitions comme ça. Là. Et surtout, après, ça dépend du domaine. Ça dépend du domaine. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans certains types de domaines, qui vont nous faire passer certains stages, certaines qualifications, ou qui eux-mêmes vont mettre en place ces exercices. Donc, voilà. Après, il y a des personnes qui sont. Moi, à l'époque, j'étais plus spécialisé dans le sport, donc j'étais responsable de la partie sport de mon unité, parce que j'étais vraiment branché sport, j'avais quand même quelques notions, j'avais déjà des connaissances au niveau protocole d'entraînement, etc. etc. Donc, et comme j'avais le niveau un petit peu au-dessus des autres, j'étais auto-désigné. mais, mais voilà. Non, mais après, aujourd'hui, c'est vrai que toute la partie sport de combat est gérée par la cellule des sports, secteur sport de combat. La partie préparation physique est gérée pareil, c'est un petit des sports. Mais si c'était ça ta question, dans chaque groupe, il y a des spécialistes. Et c'est ces spécialistes-là qui sont les référents pour mettre en place les exercices. Ok, super clair. Ok. Excellent, punaise, bah écoute, très très clair. Dernière question, je crois pour moi, c'est plus par rapport du coup au futur, à ce qui arrive pour toi, s'il y a des choses en particulier qui arrivent, mais j'aurais tendance à dire, tu vois, quand tu es dans un environnement, encore une fois, aussi intense, exigeant, où tu vis très certainement des émotions fortes, tu parlais de voyage, d'aventure, etc. Comment est-ce qu'une fois que tu es dans la vie civile, tu arrives à te recréer ce type d'expérience il faut se réinventer constamment. Il faut le mettre au mot, c'est vraiment se réinventer constamment. C'est-à-dire que ça reste encore dans la cohérence de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire une fois que tu as construit quelque chose, tu as atteint ton but en fait. Et puis du coup, faut toujours développer. Le jour où tu as monté une entreprise, si elle te permet d'en vivre, si tu es bien dans ce que tu fais, ouais. Mais si tu es plus stimulé, à un moment donné, tu vas rentrer dans une forme de routine et cette routine-là, si tu veux avancer, si tu veux performer, il faut casser cette routine et en recréer une autre pour avoir une adaptation et pour faire en sorte que tu évolues constamment. Moi, c'est exactement ça. J'ai commencé dans le sport quand j'étais en France et puis en fait, si tu veux, je ne me plaisais plus là où j'étais. Il y a le Covid qui était arrivé. Donc en fait, si tu veux, c'est dans les pires situations qu'il y a les meilleures opportunités. J'ai saisi l'opportunité de pouvoir partir à l'étranger et du coup, je ne suis pas resté dans ma zone de confort parce que je suis resté dans le même secteur d'activité, mais tout en me réinventant et en me refixant le challenge. Donc aujourd'hui, ici, je m'étais raccroché au crochet d'une personne ici qui m'a inclus dans le milieu des sports de combat ici. Donc, et puis de suite, j'ai bien mené ma barque parce que j'ai monté ma propre salle de sport. Après, de ma propre salle, j'ai monté une académie de sport de combat. Donc, j'ai eu pas mal d'élèves, donc ça m'a fait grimper. De mon académie de sport de combat, j'en ai recréé une plus grosse, donc j'ai agrandi l'académie. Et ensuite, je suis parti pour monter un training camp, inspiré un petit peu de ce qui se faisait en Thaïlande, de ce qui se faisait un petit peu dans d'autres parties du club. Donc, puis je suis en République dominicaine, où je suis le plus proche des États-Unis. Donc je voulais ouvrir la porte du training en mode training camp, les camps d'entraînement spécialisés dans les sports de combat, vraiment pour ouvrir le marché américain. Donc c'est pour ça que j'ai monté un training camp il y a un an de ça à peu près ici là. Donc il marche très très bien. Je fais de la préparation physique spécifique
Et je fais de la préparation aussi tactique et technico-tactique pour deux ligues ici, deux ligues de sport de combat. Donc voilà, là, normalement, le prochain stage que je vais mettre en place, ce sera cette année, donc sur un training camp, donc qui sera ouvert aux athlètes professionnels du monde entier. Donc ça devait être fait l'année dernière, mais j'ai rencontré des problèmes personnels qui ont fait que ça n'a pas pu aboutir. Mais je vais réouvrir la porte cette année. Donc, parce que là, normalement, j'ai que des athlètes qui viennent en vacances et qui découvrent un petit peu. C'est comme un petit peu en Thaïlande, mais version Caraïbe, si tu veux. Donc, j'ai pas mal de personnes qui sont de passage ici, mais qui sont en vacances et qui cherchent des endroits où se maintenir en forme et maintenir leur capacité tout en voyageant. Donc, c'est plus du hasard. En fait, si tu veux, j'aimerais vraiment construire ça. Donc, je me suis associé avec un athlète italien, donc Jordan Benvenuti, là, qui est mon associé en Italie. Et plusieurs fois champion du monde, notamment ISCA aussi. Il a eu son titre mondial ISCA il n'y a pas longtemps. Et sur lequel on va travailler en coopération. Il est coach aussi à l'UFC. Donc, il travaille avec une équipe de Will Martinez à Philadelphie. Donc, en espérant que ça va ouvrir des portes sur du sport de haut niveau, quoi. Voilà. Donc, normalement, on devrait organiser un petit training camp à la fin de l'année avec des sportifs de haut niveau, notamment des athlètes de l'UFC, etc. Donc, pas mal de belles choses en perspective pour cette année. Mais ouais, pour répondre à ta première question, non, il faut toujours se réinventer. Moi, je suis parti à l'étranger, c'est pas forcément uniquement pour sortir de ma zone de confort, mais pour m'enrichir. Pour m'enrichir culturellement parlant, je vais y arriver, et intellectuellement parlant. Parce que je suis sorti de ma zone de confort. J'ai dû réapprendre tout, j'ai dû réapprendre la biologie, l'archéologie, l'anatomie, j'ai dû tout réapprendre dans une langue qui n'était pas la mienne. C'est bien, c'est beau. D'entraînement, tu es obligé de tout réapprendre. Et puis c'est ça qui est stimulant parce que tu es toujours obligé à la recherche du petit souci du détail. Ouais. À la différence. Et l'approche n'est plus la même. C'est vrai que même mon approche, ma façon de voir les choses, ma façon d'aborder mes plans, même sur le plan social, complètement différent. J'ai grandi, j'ai évolué. Excellent. Bah, écoute, Romain, je pense que c'est ce que je retiendrai moi de notre échange, c'est tu vois, cette notion de constamment s'améliorer, aller chercher le petit plus qui va faire la différence, se challenger. Je me suis vraiment régalé. Un grand merci pour ça. Est-ce que toi, il y aurait alors, tu en as déjà évoqué plusieurs là, mais peut-être un message en particulier que tu voudrais faire passer? Peut-être, tu vois, s'il y a des gens qui écoutent, qui sont des plus jeunes, qui réfléchissent à s'engager, ou pas forcément, ou des militaires qui réfléchissent à comment se reconvertir. Bref, quelque chose peut-être que tu voudrais leur laisser en guise de conclusion? Faut être frappé. Hein. Faut être complètement frappé. Faut être complètement frappé pour aller vers ce genre d'activité, pour pouvoir continuer à rêver dans un monde qui est de plus en plus hostile, mais tout en gardant la tête sur les épaules. Et moi, c'est le conseil que je donne. Il faut avoir ce petit brin de folie, mais tout en restant contrôlé. Yes. Tout en restant sous contrôle. Un grand merci Romain. S'il y a des gens qui veulent échanger avec toi, le plus simple c'est quoi? C'est Instagram, le site c'est soit ceux qui veulent vraiment optimiser leur performance et rechercher un petit peu quelque chose d'atypique. Pas seulement, on ne forme pas seulement et on n'instruit pas seulement et on n'entraîne pas seulement les personnes qui veulent aller vers le monde des forces spéciales, des sportifs de haut niveau, qui nous contactent aussi pour des préparations spécifiques, notamment que ce soit en sport de combat, que ce soit en tennis, que ce soit en marathon, trail ou X. Donc vous pouvez envoyer un mail directement sur la plateforme Force Special Coaching. Donc vous me trouverez via le site internet, tout simplement via aussi Instagram, mais prioriser plus le site internet. Donc on a juste remplir un petit formulaire, tu nous enverras un mail à nous sur la plateforme que je traiterai par la suite. Les collègues le traiteront. Moi, mon Instagram, c'est Performant Tennis Coaching. Vous pouvez me faire directement. Il y a mon numéro de téléphone à WhatsApp qui est relié directement à la plateforme. Et puis sinon, j'ai le Facebook aussi du Training Camp Caribé.
Caribe. Training Camp Caribe, précisément avec l'accent qui va bien. Excellent. Bon, tous les liens seront en description de l'épisode de toute façon. Merci une fois de plus, Romain. Tout Merci le meilleur pour pour la suite. Écoute, avec grand plaisir, comme d'habitude. Toujours un honneur et un régal d'échanger avec des anciens FS en particulier. Mais merci beaucoup une fois de plus pour ton temps. On y sera arrivé. On est allé au bout. On y est arrivé cet épisode. T'as vu comme quoi faut persévérer quand tu veux quelque chose. Faut rien lâcher. Yes. Allez, merci beaucoup, Romain. Allez, bonne journée. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Romain dans son intégralité. J'espère que son message sur l'importance de se réinventer vous aura parlé tout autant qu'à moi. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter via Instagram sur lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour vous proposer du contenu de qualité gratuit chaque semaine. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, j'apprécierais énormément que vous preniez quelques minutes de votre temps maintenant pour me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Pensez également à partager cet épisode autour de vous à toutes les personnes qui aiment les sujets d'aventure et de dépassement, et en particulier l'univers de l'armée. Merci pour votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode absolument formidable qui va nous emmener au sommet de l'Everest. A bientôt les frappés.